Salut à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast Ma Ligue 2. Aujourd'hui, on va pas revenir spécialement sur la huitième journée, mais on va plutôt faire un bilan un peu plus global du quart du championnat, puisque effectivement désormais, après 8 journées, on est quasiment au quart du championnat. 34 journées au total à disputer. On en a fait 8, alors 7 pour Pau et Bastia, puisque vous le savez, cette rencontre a été reportée au 22 octobre. Malgré tout, on va essayer de faire le bilan en parlant de plus ou moins chaque équipe. Voilà, on va essayer d'être assez exhaustif, même si on peut pas faire au cas par cas, sinon on en a pour 1 heure et demie, comme la preview de début de saison. Mais voilà, on va essayer quand même de parler d'un peu tout le monde. On va classer ce classement en trois catégories, les satisfactions, les déceptions et puis les équipes un peu encore entre deux eaux dans ce début de saison. Pour m'accompagner, la team Malik 2, comme d'habitude, est fidèle au rendez-vous avec Julien Parizeau. Salut Julien. Salut Dorian, salut tout le monde. Et puis Étienne Comte aussi est avec nous. Salut Étienne. Salut Dorian, salut Julien, salut tout le monde. Alors messieurs, on va commencer par distribuer les bons points dans cette émission, les satisfactions. Après 8 journées, je vais juste faire un petit réglage. On va zoomer un petit peu le classement sur le haut de tableau. On va dire voilà les équipes de tête. Les satisfactions après 8 journées, on a découpé ça en plusieurs catégories. On va commencer peut-être par le leader, honneur au leader, et le Paris FC. On va parler vraiment de ce club en particulier, parce que non seulement le Paris FC est leader, mais surtout on a appris, eh bien, dans la semaine, il y a 2 jours, que a priori des gros investisseurs arrivent à la tête du Paris FC, vont arriver très prochainement. Donc la famille Arnaud, plus grosse fortune de France, et Red Bull également, qui arriverait à hauteur de 15% du capital dans un premier temps. Le président Pierre Ferracci, lui, va continuer a priori jusqu'en 2027, avant d'assurer la transition ensuite à la famille Arnaud et à Red Bull. En tout cas, voilà, on savait, hein, le Paris FC avait affiché ses ambitions, mais là, clairement, on peut parler, d'autant plus un peu d'ogre de la Ligue 2. Est-ce que Julien, Étienne, vous êtes plutôt d'accord avec ce surnom? Et évidemment, le début de saison est plutôt encourageant avec 6 victoires et 2 défaites. Mais clairement, il y avait déjà une petite cible dans le dos du Paris FC. Mhm. Là, tous les clubs vont vouloir taper le Paris FC, d'autant plus avec les dernières annonces. Ouais, bah, encore faut-il le pouvoir, mais si tout le monde va vouloir les taper. Effectivement, avant qu'on apprenne voilà, ce potentiel changement d'actionnaire, on pouvait déjà utiliser un peu cette expression d'ogre de Ligue 2 pour le Paris FC, puisque on a eu de le cesse de le dire depuis cet été, le recrutement qui a été fait par ce club, c'est pas un recrutement de Ligue 2, c'est un recrutement d'un club qui essaye clairement de grandir vers quelque chose d'autre. D'ailleurs, si vous vous rappelez, même la saison passée, on avait parlé d'un recrutement Mhm. entre guillemets Ligue 1. C'était l'époque où il y avait eu des Paul Lannes qui étaient arrivés et quelques autres joueurs. Bon, ça n'avait pas tout à fait bien marché. Là, on a encore passé un cran cet été. Mais oui, clairement, voilà, les jours du PFC sont comptés en Ligue 2 si ça continue sur ce rythme d'investissement en tout cas. Et pour l'instant, ce statut, voilà, de cible à abattre, Julien, c'est plutôt bien assumé par Paris, et en plus avec un jeu toujours agréable à voir jouer. D'ailleurs, j'ai sorti la stat tout à l'heure sur ma Ligue 2, que vous pouvez retrouver. Paris FC, c'est l'équipe qui a le plus de possession en moyenne dans ces matchs, avec 61, un peu plus de 61% en moyenne par match. Donc, ils ont un projet de jeu ambitieux porté par Stéphane Gilly, et c'est pas toujours évident, mais pour l'instant, ça paye plutôt pas mal au niveau des résultats. Ouais, effectivement. Et bah, on l'a vu sur les terrains. Paris qui, on va dire, domine ou en tout cas est au moins au coude à coude avec tous ses adversaires et jamais dépassé. Alors il y a eu quand vous parlez de ce statut d'équipe à abattre, c'est exactement le ressenti que j'ai eu quand ils se déplacent à Bastia et que c'est un match un peu chaotique où ça finit à 10 contre 10 où voilà ils perdent 2-1 mais au final bon il y a comment dire on peut pas trop non plus leur en vouloir, même si à un moment, je crois que c'est Crasso qui se fait exclure et qui, voilà, que bon, tu te dis, voilà, ça peut-être manque un petit peu de maîtrise, un petit peu à certains moments pour vraiment revenir au score alors que t'es à 11 contre 10 encore à ce moment-là. Mais sinon, globalement, quand même, il y a peu de failles hein, dans cette équipe parisienne.
quelques sautes de concentration, comme dans le match contre Metz, peut-être, qui ont vraiment tout de suite mis un peu la tête sous l'eau à l'équipe parisienne et qui a eu du mal ensuite à revenir contre des Grenats qui, on l'a vu, avaient réussi à les empêcher d'approcher de la cage, même si Paris gardait le ballon très très bien en deuxième période. Finalement, voilà, à part ces deux matchs-là, ces deux ratés, ces deux couacs, c'est 6 victoires et 6 victoires plutôt probantes, même si contre Guingamp, je pense que Stéphane Gilles n'était pas très très satisfait encore de ce que l'équipe avait montré. Mais là, Red Star, Laval, qui sont deux adversaires quand même pas trop faciles non plus à battre, surtout Red Star dans le derby. Voilà, à Bauer, fallait le faire, même si c'est qu'un promu entre guillemets, et Laval qui sortait de 3 victoires Laval qui était sur une consécutives. super série. Donc, non, non, vraiment un début admirable. Ils sont pas tombés, justement. Je me suis dit, mais quand ils enchaînent deux défaites, est-ce qu'ils vont passer une période où ils vont passer par 5-6 matchs sans gagner? Bah non, en fait, ils ont tout de suite su rebondir et récupérer la tête de ce championnat. Donc oui, effectivement, l'équipe à abattre, c'est clairement le Paris FC. Et je pense que maintenant, alors ils étaient déjà une très très bonne équipe et ça n'a pas changé grand-chose au final que Oui. l'actionnariat change dans l'immédiat. Mais tu vois, tu te dis, bon, voilà, ça va être L'image peut-être renvoyée est encore c'est ça. plus Ça conséquente. va Ouais. être tu te dis, bon, il y a moyen que Paris FC, d'ici 4-5 ans, on en parle comme d'un gros club de Ligue 1. C'est possible, on en est encore loin, mais c'est tout à fait envisageable. Et les clubs de Ligue 2 qui voient ça, qui se disent ça, bon, peut-être qu'il y a de quoi se faire de beaux souvenirs en les battant avant que, inévitablement, ils montent dans quelques années. C'est pas encore fait, mais on s'en rapproche de plus en plus. Et pour finir sur Paris, Étienne, ce qui fait leur force aussi, pour le moment, c'est le groupe dans son ensemble parce qu'il y a beaucoup de matchs qui se sont joués dans le dernier quart d'heure. C'est le Paris FC time un peu et encore contre Laval, par exemple, 1-0 avec, le but de avec, les entrants comme Julien Lopez, passeur décisif pour Pierre-Yves Hamel et on l'a vu plusieurs fois aussi cette saison dans le dernier quart d'heure, des entrants qui apportent vraiment la diff et ce qui impressionne à l'échelle de la Ligue 2, c'est aussi ça, c'est le banc et pour l'instant, ça fait la diff. C'est vrai que Pierre-Yves Hamel et Julien Lopez, ont été un petit peu éloignés des places des titulaires, mais à cause de leurs problèmes de blessures principalement ces derniers mois. Mais au-delà de ces 2 joueurs, quand tu vois que tu peux te permettre de faire tourner avec des joueurs comme, Gori, comme Dico qui des fois sont laissés sur le banc, pas forcément, pour leur performance, mais parce qu'il y a d'autres joueurs aussi bons qu'eux à faire évoluer, plus le jeune attaquant qui s'appelle Sissoko, je crois, qui est rentré, qui a fait des bonnes choses aussi. Donc, ouais, il y a énormément de solutions. Les postes sont quasiment doublés. Donc oui, là, Stéphane Gilly, il a vraiment voilà, une très belle voiture pour faire la course. C'est clair. Il est pour l'instant la course en tête pour le Paris FC, donc évidemment satisfaction, après 8 journées. On reste dans le haut de tableau et on va parler des anciens de Ligue 1 qui démarrent plutôt bien, hein, le FC Lorient et le FC Metz. On va grouper ces 2 équipes, messieurs. Les Merlus sont 2e avec 16 points et puis, Metz, 4e avec un tout petit point derrière, 15 points. Bon, globalement, on sent que la relégation a été plutôt Mm. bien digérée. On sait que Metz, c'est vraiment le club par excellence habitué à évoluer entre les 2 divisions, donc on s'inquiétait pas trop et on sait toujours que Metz c'est assez vite rebondir. Lorient, ils restaient quand même sur quelques saisons en Ligue 1, ils sont moins habitués. En plus, en Ligue 1, ils sont descendus avec un vestiaire, fragmenté parce qu'il y avait Ouais. énormément d'envie de départ, des joueurs, dans un «loft» entre guillemets avec les Mendy, les Thiemo Bakayoko, enfin voilà. On sentait vraiment un projet peut-être un peu flou, on a changé de cap avec, le départ de Régis Lebris. On a amené, Olivier Pantaloni qui était depuis 10 ans à Ajaccio, donc pas évident non plus pour le coach, hein, de s'adapter à un nouvel environnement après autant de temps passé dans le même club et finalement, c'est peut-être pas toujours, hyper, «abouti» entre guillemets, mais ça prend des points pour le FC Lorient et c'est 2e et puis, le FC Metz pareil, hein, changement de projet, arrivée de Stéphane Le Mignan. Là, on est passé du tout au tout, hein. Laszlo Bologna, un jeu plutôt minimaliste, très défensif en Ligue 1. Stéphane Le Mignan, on le connaît, c'est l'inverse, possession du ballon, jeu ambitieux, avec des vrais meneurs de jeu comme Gauthier Hein, comme Jesse Mm. Deminguet qui ont été, recrutés et la patte Le Mignan, est plutôt déjà bien greffée, en tout cas dans cette équipe de Metz. Donc voilà, 2 relégués qui performent, est-ce que je crois que Julien, je te laisse la parole plutôt sur le FC Metz. Toi, tu voulais, un peu parler de Metz. Bah ouais, parce que je trouve que c'est une équipe qui répond bien aux attentes, qui a eu des moments, pas faciles, des moments où elle aurait pu craquer. Je me rappelle de, ses premières journées à domicile où, tu reçois Bastia, tu reçois Laval et à chaque fois tu es mené et tu arrives à égaliser au dernier moment. Alors certes, ça fait qu'1 point quand tu es à domicile, surtout quand tu veux monter en Ligue 1.
il faut prendre les 3 quand tu es à la maison, mais cette équipe-là, elle a refusé longtemps la défaite et c'est finalement quand on s'y attendait le moins qu'elle est tombée contre les Stacks. Mais en dehors de ce faux pas, franchement, y a très peu de matchs où tu te dis, bon, cette équipe Messine, elle va pas jouer le tableau. Moi, j'ai eu très rarement le doute sur le fait que voilà, ils allaient se retrouver là avec une marge de progression en plus, et je pourrais le dire exactement pour le FC Lorient aussi, c'est que le FC Metz n'est pas encore, je trouve, entièrement rodé, notamment voilà, concède quelques occasions parfois un petit peu en trop. Je repense encore à ce dernier match contre Amiens. Tu te dis bon voilà, là ils ont la maîtrise totale du match, ils ont l'avantage dans les débats. Ils doivent pouvoir passer une fin de match tranquille, sans trop en concéder, sans laisser trop d'opportunités. Bon voilà, ils se sont fait un petit peu peur à un moment, mais globalement, je trouve que voilà, ces Grenats, ils montrent de très très belles choses. Comme Lorient qui, dans un autre sens, ils ont beaucoup le ballon, ils ont beaucoup de frappes et ça marque pas assez. Je trouve que ça marque pas encore assez et qu'une fois qu'il y aura un palier qui sera dépassé, notamment avec Eli Kroupi qui vraiment junior bien sûr, qui marque beaucoup de buts en ce moment, avec un Mobamba qui revient bien aussi, qui dit un super sub de qualité. Je trouve que Lorient peut et doit faire mieux offensivement, mais alors défensivement, bon bah là, c'est le bilan d'une équipe qui monte, ça, et c'est la patte peut-être Pantaloni justement qu'on retrouve un peu parfois, voilà, dans ces bons Ajaccio par le passé. Il y avait très peu de buts qui étaient encaissés et 5 buts en 8 matchs. Voilà, Yvon Vogo aussi, qui est le meilleur gardien de la compétition à ce stade en pourcentage d'arrêts réalisés. Voilà, donc y a deux beaux effectifs qui devraient finir dans ces places-là en haut à la fin de saison, et ils y sont déjà, donc voilà, ils sont bien partis en tout cas pour être dans le bon wagon. Et c'est intéressant parce que tu le dis, Lorient meilleure défense, 5 buts encaissés seulement et FC Metz meilleure attaque, 18 buts encaissés donc Ça. on n'est pas sur les mêmes styles mais c'est 2 styles qui fonctionnent pour le moment et petite mention spéciale au repositionnement de Tchèque Sabali, en pointe. Vu son petit gabarit, on peut se dire qu'à Mhm. priori, à première vue, c'est peut-être pas là où il est le meilleur et bien, grosse réussite, 8 buts marqués, dans tous les bons coups dans la surface et c'est lié aussi au jeu en mouvement de Metz et non pas au fait qu'on se contente de balancer des longs ballons évidemment. Étienne, sur Lorient MS, ton regard? Comme beaucoup, j'étais beaucoup moins inquiet pour Metz parce que Metz, c'est un club qui sait descendre, enfin, qui sait descendre et s'en remettre. Bah, peut-être que malheureusement, c'est par habitude, mais la transition, voilà, bon, bah, ils ont l'habitude de digérer ça et ça se passe pas trop mal. Je pense que le changement de style entre Bologna et le Milan, de toute façon, il était attendu et prévu depuis même avant la fin de la saison 2023-2024. Donc, ils ont surdémarré assez rapidement avec en plus voilà, un effectif qui a gardé une certaine ossature. Pour moi, ça s'annonçait un peu moins facile à Lorient parce que Lorient, c'est un peu comme le Paris FC. Ils ont un effectif qui était vraiment surdimensionné avec énormément de joueurs. Je pense même que voilà, il y a eu des départs, mais il y en avait encore plus de prévus, je pense, au début du mercato. Donc, qu'Olivier Pantaloni réussisse à trouver un équilibre là-dedans et surtout à faire un groupe cohérent, homogène, c'est une sacrée mission. Pour l'instant, il est en train de plutôt réussir. Il y a, le 11 titulaire a mis un peu de temps à se dessiner côté Lorientais parce que quand tu as tellement d'options, forcément, tu fais des essais au début de saison, mais là, ça commence à prendre forme vraiment. Et voilà, Lorient a finalement n'a pas pris de retard. Et ça devrait être un concurrent de Paris pendant toute la saison, je pense. Et puis, on termine, ce volet, satisfaction avec, bah, les 2 belles surprises du top 5. Je pense que assez peu de monde aurait parié, les voir dans le top 5 après un quart du championnat. C'est évidemment Dunkerque et le FC Annecy, qui démarrent, très, très bien. Là aussi, c'est 2 styles radicalement opposés avec, un Dunkerque un peu plus joueur, un peu plus de possession, mais qui cartonne. Et puis à l'inverse, un FC Annecy, c'est l'équipe qui a le moins de possession, là, pour le coup, 39 seulement dans ces matchs mais une équipe de contre-pressing, d'intensité de tous les instants et de transition, avec voilà énormément de courses, énormément de kilomètres parcourus, des joueurs très généreux et collectifs et c'est un vrai collectif finalement qui brille plus qu'une individualité qu'on peut ressortir et voilà, mention spéciale à Dunkerque et Annecy, là pareil, Julien, heu
Bah, moi perso, c'est vraiment Annecy qui me surprend le plus. Ouais. Je pensais qu'ils allaient connaître un début de saison plus difficile parce qu'on l'avait dit, l'effectif a été assez rajeuni, heu, avec les contraintes financières, hein. Ils ont pas pu recruter forcément les joueurs qu'ils voulaient cet été et cetera. Mais il y a toujours cette patte Laurent Guyot qui permet de créer un vrai collectif et quelque chose, des valeurs, un socle commun et on les retrouve, peu importe les joueurs sur le terrain, on retrouve ce socle finalement. Ouais et puis, comment dire? Pas un effectif rajeuni un petit peu à la manière de Rodez, mais tu as perdu quelques cadres en moins quand même. Tu vois? Ouais, Tu as ouais. gardé des Pajot, des Kachi, des Mmh, Demoncy, des Djoko. mmh. Djoko, je le trouve autant la saison dernière, je l'ai trouvé décevant, mais cette année, ça y est, je trouve qu'il a passé un cap notamment. Je sais plus contre qui, il fait une super passe décisive en servant de point d'appui pour 2 ou 3 joueurs par derrière avant de faire une ouverture magnifique. Mais je trouve que cette équipe-là, ouais, elle s'est trouvée sur, le sprint final de la saison dernière. Elle a C'est pas vrai, quitté cette dynamique-là et d'ailleurs Dunkerque, la bonne pareil. dynamique date Mmh. d'un peu avant, mais ils étaient aussi dans une situation un petit peu moins précaire, au départ, un petit peu plus précaire pardon au départ, début 2024. Mais ces 2 équipes-là, voilà, elles ont emmené leur bonne forme de fin de saison, 23-24, dans cette saison-ci et bah, non, mais ça fait plaisir de les voir si haut. Annecy, heu, on dit qu'ils sont moins joueurs, c'est pas pour les dénigrer du tout, hein. Ils font avec leurs Non, armes, non. ils Mmh. se battent super bien. Et d'ailleurs, ils sont de très très loin l'équipe qui marque le plus sur coup de pied arrêté. 7 buts sur les 14 marqués, dont 6 corners. C'est quand même à, c'est quand même à souligner. Et j'imagine que les adversaires vont les attendre au tournant à partir de maintenant. Ce sera plus dur comme Laval l'an dernier qui avait commencé un petit peu sur le même rythme et qui finalement avait ensuite mis 5 mois de plus avant de marquer le corner suivant après une trêve internationale. Mais c'est clair que voilà, il y a un style qui est identifié et malgré tout, le FC Annecy s'en sort. C'est ça qui est assez fort quand même avec cette équipe-là. C'est que tout le monde sait qu'ils vont venir les chercher, qu'ils vont presser, qu'ils vont parfois voilà, faire un piège du hors-jeu assez évident. Et malgré tout, ben, voilà, ils perdent pas. C'est une équipe qui perd pas, qui a perdu qu'un seul match de la saison. Non, mais chapeau au FC Annecy. J'ai hâte de voir ce que ça va donner pour la suite. Et puis, Et je puis, voulais laisser la parole un peu pour Dunkerque. ouais, justement, j'allais dire à Étienne, Dunkerque, c'est l'équipe la plus en forme du moment Mm. sur le 2e bloc là, depuis, entre les 2 trêves, donc entre septembre et octobre. 5 matchs sans victoire, 5 matchs sans défaite, pardon, 4 victoires, 1 match nul, et encore le match nul à Martigues où, clairement ils avaient dominé, à 11 contre 10 après et ils auraient pu, aussi l'emporter. Donc ouais, Dunkerque, c'est vraiment le tube du moment et c'est un jeu assez pétillant finalement, là aussi, beaucoup de buteurs différents, enfin, on sent que le danger peut venir de partout et c'est, là aussi la patte Luis Castro finalement qui est maintenant, le recrutement de Dembaba et la patte Luis Castro pour intégrer ces nouveaux joueurs. Parce que là, on parle quand même d'un club qui a changé près plus de la moitié de son équipe, entre l'année passée et cette année. Donc c'est assez impressionnant le travail qui est réalisé à Dunkerque. Ouais, faut se rappeler aussi surtout de l'arrivée de Luis Castro, quand il a repris l'équipe, qui était au fond du classement. Il est arrivé, il est arrivé quasiment tout seul, il avait même pas de traducteur, il essaie de mettre ce style de jeu, offensif, positif, ça a pas marché tout de suite. Ça a mieux marché à partir, du moment où il a eu quelques renforts, au mercato. Et là, bah, il y a eu un deuxième mercato depuis celui de l'été et ça marche encore mieux. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de se créer dans cette équipe avec vraiment, comme tu l'as dit, une identité, des joueurs surprenants, même des joueurs qu'on connaissait mais qui nous surprennent. Je pense que Maxence Rivera, qu'on avait l'habitude de C'est voir vrai. faire des petits bouts de match comme ça à Saint-Etienne, on voyait pas grand-chose, on savait pas trop quoi penser de ce joueur. Et là, il fait un super début de saison, je trouve, avec cette équipe. La recrue de l'été, Tejane, je sais pas Yann, comment on ouais. le prononce, Kaiji, Tejane, ouais. ouais. Mhm. Ouais, bah il est assez impressionnant. Il peut jouer sur le côté, dans l'axe. C'est pas mal du tout. Donc, autant je pense que Annecy, c'est un spécialiste du maintien maintenant. Et ils ont pris un peu d'avance. Peut-être qu'il y aura un petit trou d'air pendant l'hiver. J'ai l'impression que Dunkerque est peut-être en train d'évoluer vers autre chose. Ah Bon, oui. je serais d'accord avec Luis Castro, hein, ce serait s'enflammer que de parler d'autre chose pour l'instant, et de top 5, ça me paraît prématuré, mais je pense que voilà, Dunkerque est en train de devenir un peu plus qu'une équipe du dernier tiers, une équipe qui va Mm. chercher à se pérenniser dans cette Ligue 2 et voilà, jouer dans la première moitié de tableau.
On a vu des équipes surprises qui faisaient top 5 ou pas loin, qui étaient moins cohérentes que ces maritimes-là. Clairement. Donc ouais, Bah, Rodez, si on prend Rodez la saison dernière, pour moi, ça tenait pas dans le top 5 avec leur style de jeu. On disait, ils ont une attaque tout feu tout flamme, ils sont en réussite, mais ça tiendra peut-être pas sur ah la non, mais longueur. Et ouais. finalement, ils l'ont fait avec brio. Et c'est vrai que moi, je suis d'accord que aujourd'hui, je trouve que Dunkerque est encore supérieur au Rodez de l'année passée, en tout cas dans leur projet collectif, dans leur plan de jeu, là aussi dans le groupe, dans la qualité du groupe, parce qu'effectivement, même s'il y a des changements et on perd pas de qualité, quand l'équipe est menée, elle a une grosse capacité de réaction. Là, ils renversent le score lors du dernier match là avant la trêve. Ils s'avouent jamais vaincus. Et en fait, je trouve qu'il y a un beau mélange entre l'identité nordiste qui a été créée avant avec Edwin Pindi et les autres dirigeants quand ils sont montés de National en Ligue 2. Et je trouve que cette mentalité-là, elle est restée, mais avec des tout autres, enfin avec un projet de jeu plus ambitieux porté par Dembaba. Et effectivement, moi je rejoins Étienne, c'est trop prématuré peut-être cette saison de faire de Dunkerque un vrai outsider pour le top 5. Mais on va pas se mentir, je pense que Dembaba, s'il est venu à Dunkerque, c'est aussi pour essayer de faire de Dunkerque à terme une équipe capable de jouer au minimum les playoffs. Et si c'est pas pour cette année, on voit que ça part dans le bon sens et que si ça continue comme ça, en tout cas, c'est très, très cohérent. Donc franchement, félicitations à Dunkerque pour ce 1er quart de championnat très, très positif. Il y a beaucoup de motifs de satisfaction. Et évidemment, maintenant, la difficulté, c'est que Dunkerque sera plus attendu et il faudra continuer à surfer sur cette dynamique. Alors passons aux choses un peu moins agréables, distribuer les mauvais points désormais, les déceptions. Je vais un peu, descendre sur le bas de tableau avec, les déceptions. Voilà, malheureusement, il en faut, les déceptions après le quart du championnat. On va commencer par les promus, hein, Red Star et Martigues. 2 équipes qui, pour le moment sont, plutôt dans le dur et ont du mal à se mettre, au niveau de cette Ligue 2. Pire défense pour Martigues, 19 buts encaissés. Le Red Star, c'est là aussi où le bât blesse avec 16 buts, encaissés. On voit un Red Star quand même plus joueur, peut-être, qui s'est fait, peut-être un peu plus naïf, qui s'est peut-être fait punir sur certains matchs un peu plus naïvement. Pour Martigues, il y avait une belle victoire à Annecy 4-2. Finalement, c'est la seule défaite d'Annecy cette saison. On se disait que waouh, on se disait: «Ouais, OK, Martigues ça peut, finalement ça peut faire quelque chose de bien». Mais ça a pas été suivi d'effet et au contraire, semaine après semaine, c'est de plus en plus compliqué. Il y a eu des grosses claques, des 6-0 contre Metz notamment. Donc voilà, pour le Martigues, il va falloir, vite inverser la tendance, hein, pour le Red Star aussi. Mais on voit 2 promus qui sont dans le dur, Étienne, on peut s'inquiéter et peut-être encore plus pour Martigues qui, va devoir jouer à Guignon désormais. Ouais, c'est tombé là ce vendredi. Bon, on s'y attendait parce que le président Ventier l'avait dit déjà depuis quelques jours que c'était intenable pour Martigues de continuer à jouer au stade Vélodrome à Marseille parce que ouais, ça coûte 150 000 euros par match, ce qui est complètement insoutenable pour un club tel que Martigues. Et donc ça va être une nouvelle difficulté pour ce club qui va devoir jouer à Guignon, donc à 466 km de Martigues. Euh, Moi, ouais, c'était déjà compliqué avant. Donc, avec en plus cette notion en plus, enfin, on est Après parti attention, pour une saison galère. Hein. ils peuvent quand même retrouver Turcan, normalement d'ici janvier, hein. Ce sera pas pour, Oui, toute la oui. saison. Après, faut Donc voir où est-ce qu'ils seront en ouais. classement en janvier, bien sûr, hein, s'ils sont Mmh. encore en position de se sauver. C'est ça. Mais d'ailleurs, avant janvier, il y a le mois de novembre, il y a un passage devant la DNCG aussi qui s'annonce Ouais. corsé, puisque vous pouvez le lire sur ma Ligue 2 aussi aujourd'hui. Les nouvelles sont pas franchement rassurantes pour le FCM. Apparemment, voilà, le nouveau président Pierre Ventier, enfin depuis cet été, il a trouvé une situation qui est quand même loin d'être rassurante. Donc voilà, c'est ce qu'il explique. Donc voilà, il y a beaucoup de facteurs assez inquiétants pour Martigues en dehors du terrain. Pour ce qui est de sur le terrain, ouais, on a vu cette équipe un peu dépassée défensivement à de nombreuses reprises. Donc ouais, je pense pourtant que voilà, on connaît Thierry Leray, c'est pas quelqu'un qui est léger sur cet aspect, donc je pense qu'il fait au mieux. Donc je pense que l'objectif là à court terme, ça va être de tenir, de grappiller des points, peut-être de se renforcer un peu cet hiver défensivement, mais là encore avec quels moyens. Bon voilà, clairement je suis très inquiet pour le FC Martigues. Voilà.
Mais de toute façon, Le il y a petit pas que le petit ouais, juste le petit point positif, c'est qu'ils là, ils restent sur 2 matchs nuls, ils ont un peu stoppé l'hémorragie avant la trêve et malgré tout, bah, je pense que dans les têtes, ça fait du bien quand même, hein, même si c'est pas des victoires, mais de stopper un peu cette crise de défaite, c'est le seul petit point, positif, ouais, je ferais ça par je vais quand même tempérer ça parce que, bah, alors autant Carrel, il disait que le match nul, c'était contre qui juste avant à la 7e journée? J'ai oublié, Dunkerque. contre Dunkerque, voilà, que le match nul contre Dunkerque, bon, ils se sont sabordés tout seuls avec une exclusion du gardien et oui, c'est ça et du, Mmh. Une et exclusion du gardien, oui, ils ont terminé à de Yann 10, c'est ça. Maria, voilà, qui a pris Mmh. 3 matchs de suspension et et ensuite, Dunkerque revient au score, assez logiquement, à 1 partout. Mais là, à Ajaccio, c'est Martigues qui est en supériorité numérique pendant toute une mi-temps. Ensuite, sur les 20 dernières minutes, ils sont à 11 contre 9 et en fait, tu vois qu'à 11 contre 9, Ajaccio a autant d'occasions que Martigues. Ouais, Là, Martigues fait 2 tirs cadrés, hein, voilà, ils ont presque rien. Ouais, ouais. j'ai vu ça, je me suis dit: «Bon, c'est quand même pas très fameux». N'empêche que prendre un point à Ajaccio, il y a peut-être pas beaucoup d'équipes qui prendront. Mais 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 bon, vu les circonstances atténuantes, pour Ajaccio d'être à 9, effectivement, c'est Ouais. plus, comme une victoire pour la CA malgré tout, Mmh. malgré ce match nul. Et le Red Star, messieurs, vous en pensez quoi? Parce que, des fois, ils nous ont régalés, hein. On a vu des super matchs et des super buts, Ifnaoui, enfin, Aliou Mmh. Badji même qui avait mis un doublé. Enfin, on voit Damien Durand, très, très bon joueur, même défensivement, je trouve qu'il y a des qualités. Mais ça décolle pas, 7 points. Alors il y a pas encore c'est pas, voilà, il y a pas d'urgence, pour l'instant, ils sont pas relégables, donc ils signent, hein. S'ils finissent 15e en fin de saison, évidemment qu'ils signent, hein, pour le promu. Mais c'est quand même décevant un peu, je trouve, de voir le Red Star pour le Bah, moment. Surtout la dynamique là, les 5 derniers matchs, 4 défaites, un match nul, quoi. C'est surtout ça c'est qui m'inquiète. surtout que le Red Star s'annonçait quand même comme un promu ambitieux. Donc, Oui. voilà, Ouais. on était en droit d'espérer un tout petit peu mieux. Clairement, il y a des arguments dans cette équipe. Tu as parlé de Damien Durand, qui est un joueur assez fantastique là, sur son côté gauche. Bah, notamment, on avait vu ce match contre Guingamp où il avait fait Mmh, mmh, mmh. un festival. Et je l'ai encore trouvé très intéressant contre le Paris FC. Après, contre le Paris FC, le Red Star fait un bon match, mais bah, je pense que la marche était tout simplement un peu trop haute pour eux contre une équipe qui domine techniquement presque tout le reste du championnat. Donc, voilà, je suis beaucoup moins inquiet pour le Red Star parce que ils sont capables de marquer contre tout le monde et je pense qu'ils ouais, ils vont pouvoir prendre des points. Mais là encore, Grégory Poirier l'a dit lui-même, hein, cette équipe prend trop de buts, il va falloir qu'ils se mettent un peu au diapason de la L2 de ce côté-là. Mmh mh. Trouver la belle formule pour Grégory Poirier. On passe à Clermont et Caen. Voilà, on a décidé de coupler aussi ces 2 formations puisqu'on considère que ce sont quand même 2 formations ambitieuses. Clermont avec son statut d'ancien de Ligue 1, le SM Caen, voilà, qu'on ne présente plus est racheté, tout récemment par le clan, Mbappé. 2 équipes très ambitieuses, mais qui patinent, voilà, pour le moment et qui sont, assez loin, de leurs attentes, initiales. Je sais pas si vous voulez, parler un peu plus en détail d'un des 2 clubs, que ce soit Julien ou Étienne, sur Ouais, sur ce début de saison? vas-y Julien, vas-y. Non, mais j'allais dire, je voulais parler du Clermont Foot parce que, pour moi, c'est une saison de transition. Je m'attendais peut-être pas à ce qu'ils aient autant de mal, parce que c'est vrai avant la 8e journée, c'était une victoire en 7 matchs. Je m'attendais pas à ce qu'ils aient autant de mal et voilà, ils étaient jamais vraiment complètement dépassés, hein, les Clermontois, mais je m'attendais pas quand même à ce qu'ils galèrent autant à prendre des points, quoi et Est-ce à que ce ce qui leur a que pas vraiment manqué, bah, c'est un peu Famara Diédhiou peut-être et cet ah attaquant qui bah pour concrétiser, ce qu'on voyait dedans quoi finalement? bah, je pense qu'Étienne et moi, on a vu la différence claire et nette, voilà, contre Guingamp. Même si, très franchement, là, cette victoire-là, c'est un peu un trompe-l'œil, hein, quand même. Mmh. Ils gagnent quoi, 4-1, c'est ça, au final? 4-1, ouais. Ils gagnent 4-1. Très franchement, le match, tu regardes pas tu me caches le score et tu regardes que les occasions, que les occasions franches. Tu dis bon bah ouais, Guingamp, ils ont fait jeu égal. Il y a eu match nul à la fin, quoi. Maintenant, en fait, Ouais, Clermont a été d'une efficacité redoutable sur ce match, mais ils c'est ont ça qui leur pas porte Et préjudice aussi. ouais, impressionné, ouais. ouais. Toute l'efficacité qu'ils n'ont pas eu avant, Non, s'est transformée sur le même match finalement, peut-être avant la trêve. En tout peut-être. cas, cette victoire, elle va faire beaucoup, beaucoup de bien parce que, bah, il y a Sébastien Bichard qui a pris donc la suite de Pascal Gatien qui était déjà là depuis, quelques mois en Ligue 1. Pour l'instant,
on sentait le microcosme clermontois, les supporters clermontois un peu sceptiques quant à voilà, cette nomination. C'est un très jeune, enfin, il est jeune technicien, première expérience de numéro 1 en Ligue 2. On sait qu'il faut faire ses preuves dans ces cas-là et malheureusement, il a à la fois besoin de temps et on sait très bien que, l'environnement en laisse peu dans ces cas-là et surtout quand on descend de Ligue 1 et que, bah, les supporters se disent: «OK, on descend, on veut s'installer au moins dans le premier tiers» et pour le moment, c'est pas le cas, mais cette victoire contre Guingamp va sans doute, pas mal les relancer et effectivement, je pense qu'il leur manquait, ce rôle de neuf. Alors ils ont pas eu de chance avec les blessures, notamment Marc Cincho dès le premier match qui obtient un penalty, enfin non, même pas, il obtient pas le penalty, mais il se fait un peu Oui, découper la c'est vrai. cheville et malheureusement il est blessé depuis et il y a eu un mélange de manque de réussite sur certaines décisions, sur certains faits de jeu Mmh. et allié à une inefficacité, offensive et défensive puisqu'ils concèdent aussi, bah, toujours ce petit but en trop qui faisait que ça basculait pas dans leur sens et puis quand Étienne, alors ils ont des circonstances atténuantes dans le sens où le projet a eu beaucoup de mal à se mettre en place en août. Donc forcément, en août, c'était quand même très, très flou et c'est là où le retard a été accumulé. Mais, on a vu 2 victoires consécutives. On se disait: «Ça y est, là, c'est en place, le projet est en place». On a retrouvé quand même un camp, un peu à l'image de la saison dernière, plus conquérant et finalement, bah, là, ils sont sur, 2 défaites consécutives et finalement, il y a toujours pas de régularité dans cette équipe. Non, ouais, c'est vrai que on peut pas expliquer la place de Caen seulement par le temps perdu cet été, même si, évidemment, il y a eu le processus de rachat, il y a eu, le dossier Alexandre Mendy qui a pris des semaines et des semaines pour finalement, ne pas aboutir puisqu'il est toujours là, ce qui est une bonne chose du C'est coup. une bonne nouvelle, pour le coup. Oui mais bon, bah, malgré tout ça, oui, on pensait que la saison de Caen avait été lancée par ces 2 victoires à domicile, avec un peu de retard, mais en fait non, il subsiste, chez cette équipe, quelques lacunes, notamment, dans le domaine offensif où je trouve qu'autour d'Alexandre Mendy, ça manque de joueurs réguliers. Donc, là encore, c'est une équipe qui va peut-être chercher à se renforcer cet hiver, mais il y a encore tout un quart de la saison à jouer avant ça et ça doit faire mieux parce qu'il y a quand même un milieu de terrain de très grande qualité, une défense, qu'on connaît avec des joueurs qui ont quand même des références, même si évidemment on ne remplace pas Ali Abdi comme ça, par exemple, mais oui, quand doit faire mieux et l'excuse du retard pris cet été ne suffit pas, je pense. Ouais et surtout elle ne tient plus aujourd'hui et donc on attend, un tout autre visage du SM Caen Mmh. après la trêve et puis enfin pour terminer sur ce volet déception, bah, Rodez et l'Estac, hein, forcément la lanterne rouge, l'Estac et puis Rodez qui, après une saison absolument folle, l'année passée, jusqu'au 2e play-off en ayant terminé 4e, eh bien, galère un peu en ce début de saison même si, cette victoire avant la trêve contre, Grenoble, fait beaucoup de bien et montre aussi que, eh bien, il faudra peut-être un tout petit peu de temps aux Ruténois, mais que ça commence malgré tout à se mettre en place. Mmh. Voilà, nous, Rodez, on l'avait dit dans la preview, Julien, On savait, on ouais. se doutait que ça allait être une saison compliquée, donc c'est une déception aujourd'hui au niveau comptable. Maintenant, on s'inquiète pas non plus des tonnes pour Rodez. Oui, voilà, parce que ce qu'il montrait l'an dernier, il le montre toujours, avec, un moins d'efficacité dans le devant le but adverse et d'une manière générale, je pense qu'aussi les équipes apprennent aussi à les contrer, ce qui était peut-être, moins le cas parce que c'était un peu la surprise de l'an dernier et qu'ils avaient oui, ça jouait en leur faveur, c'est clair et net. Maintenant, je trouve que le renouvellement de comment dire? La greffe, avec les nouveaux joueurs et tout ça, elle prend assez rapidement. Ils sont pas largués dans leur match du tout. Ils ont un contenu cohérent. Contre Grenoble, là, qui était deuxième avant Ouais. la J8, et ben, ils jouent crânement leur chance. Ils remontent un déficit de 1-0 à la mi-temps, ils gagnent 2-1. Voilà, là, tu vois quand même qu'il y a de la matière. Il y a des très bons joueurs. J'aime beaucoup Nkada, ce qu'il fait, Kadiou, tout ça, c'est des super joueurs. Il y a des bonnes recrues. Dany Jean, j'attends Poirier, ouais. encore un petit peu plus de voir voilà, ce qu'il va apporter. Mais ouais, j'aime bien cette équipe ruténoise comme on l'aimait l'an dernier, avec bah, cette fois-ci peut-être un tout petit peu moins de stabilité dans l'effectif par rapport à l'année précédente, qui fait que bah, tu prends un départ un peu plus compliqué. Mais franchement, je ne serais pas surpris de s'éloigner de manière assez rapide de la zone rouge. Si jamais ils arrivent à trouver la bonne formule, enchaîner 3-4 victoires, ils en sont tout à fait capables. Et puis pour 3, je pense que euh,
le problème, je pense qu'il n'est pas dans l'effectif parce qu'il y a des bons joueurs à tous les postes. Ils ont une attaque qui est de qualité. Hein. Papi Bnouba, on ne le présente plus. Voilà, Syria Kiri, on le Fiki découvre en Ligue Saïd. 2, il fait de très bons matchs. Rafiki Saïd, il vient toujours avec un but ou deux. Voilà, il y a j'ai l'impression qu'à chaque fois, je fais, à chaque fois, je fais le résumé de ce trio-là, mais je trouve ça très, très cohérent pour de la Ligue 2, avec du talent, de la jeunesse et une marge de progression certaine pour certains joueurs. Maintenant, voilà, qu'est-ce qui se manque à cette stack-là? Il manque déjà de convertir ses occasions. Voilà, il faut le faire plus souvent, c'est clair et net. Là, il faut marquer des buts. J'ai fait le différentiel cette semaine des buts marqués contre les expected goals, entre guillemets. Déjà que les stacks a marqué que 4 buts, il devrait en avoir marqué 4 de plus. Voilà, Oui. il devrait avoir marqué deux fois plus de buts que ce qu'ils ont fait. Alors, c'est déjà pas fameux qu'on attende 8 buts d'une équipe en 8 matchs, c'est pas un total excellent non plus, mais ils ne seraient pas là à ce stade-là. Ils ne seraient pas lanterne rouge à la J8 s'ils avaient marqué tous les buts qu'ils devaient mettre. Donc, moi, j'attends de voir justement des attaquants qui enfin prennent leurs responsabilités parce qu'ils en sont capables et que j'ai confiance en eux aussi pour le faire. Et c'est vrai que Étienne, et Stéphane Dumont, il s'arrache les cheveux, quoi. Quand tu vois, par exemple, la défaite à Dunkerque avant la trêve ou 3 peut-être toutes les meilleures occasions et ils finissent par perdre 2-1 ce match-là. Ouais, c'est compliqué, mais voilà, dans le contenu, encore une fois, ça reste encourageant, mais on peut pas se contenter de ça quand on est les Stacks, c'est clair et net. Ouais, oui, je suis d'accord, d'autant que ouais, la première mi-temps de Troyes à Dunkerque, on s'est vraiment dit: «Ça y est, Troyes, ils sont réveillés, ils sont sur la lancée de leur victoire contre Metz, ils sont lancés et ça c'est redevenu une équipe qui peut se sortir de ce mauvais pas au classement. J'aime beaucoup Syria Kyrié, ce qu'il fait sur le côté là depuis 2 matchs, c'est quand même pas mal du tout. Mais dans le contenu, c'est pas si mal. Hein. Quand je regarde 3, je me dis, j'ai pas l'impression de voir une équipe dernière de Ligue 2. Après, le problème, c'est que voilà, il y a du retard qui a été pris. Et quand je regarde le classement, je me dis quelle équipe est plus inquiétante que 3 en ce moment? Alors, Martigues, oui, mais les autres devant, je les trouve pas foncièrement plus inquiétants que 3. Donc, il va falloir passer un sérieux coup d'accélérateur. Voilà. Ouais, clairement. Je pense que tu as tout résumé. En fait, c'est un peu comme l'année passée finalement. On se disait Oui. toujours, 3 c'est pas si «nul que ça» entre guillemets, mais en fait, devant, voilà, c'est à un moment donné, ça suffit pas juste d'être un peu bon ou de faire des bons contenus. Si tu pas de résultat, bah, devant ça lâche pas non plus et ouais, ils sont un peu dans la même situation donc ouais, souhaitons juste aux supporters de l'Estac de connaître des jours meilleurs après ces quelques saisons qui sont très, très difficiles et puis on finit rapidement, avec les équipes qu'on a classées, encore entre 2 eaux. Donc ça va de Grenoble, 6e, jusqu'à l'AC Ajaccio, 12e. Voilà, toutes ces équipes se tiennent en seulement 2 points. On l'a dit, il y a un match en moins pour Pau, Pau qui recevra Bastia en match en retard. Mais globalement, on a vu du positif et du négatif chez chacun. Et par exemple, voilà, Grenoble et Guingamp, c'est 2 équipes qui savent être très séduisantes, mettre beaucoup de buts dans Ouais. certains matchs et des fois passer complètement à côté de leur sujet. On ne sait pas pourquoi d'ailleurs, enfin un peu sans explication avec quasiment les mêmes joueurs, des fois ça répond pas. On a Ajaccio et Amiens qui n'y arrivent absolument pas à l'extérieur C'est et ça. du coup c'est ce qui les plombe pour le moment, d'être dans ce ventre mou, de quasiment tout gagner à domicile et tout perdre à l'extérieur. On a Pau et Bastia, c'était nos deux comment dire, nos 2 paris de la preview avec Julien. Pour l'instant, ils sont dans les clous, hein. Clairement, ils sont ni décevants enfin, c'est plutôt satisfaisant, mais avec ce match en retard, pour l'instant, c'est un peu entre 2 eaux et puis, bah, Bastia, sur certains matchs, on sait que Benoît Tavenot, il en attend plus dans le contenu. Je pense que niveau défensif, comme toujours à Pau, on peut faire mieux parce que c'est une équipe ultra spectaculaire, mais, qui parfois doit savoir aussi, pourquoi pas verrouiller certains matchs et puis Laval qui a, très mal commencé entre guillemets et qui, est sur une série plutôt intéressante, qui a retrouvé ses qualités de la saison dernière. Voilà, tous ces clubs-là sont un peu, je vais pas dire sur un fil, mais peuvent basculer d'un côté comme de l'autre. Donc on les a tous regroupés. On va pas avoir le temps de tous les détailler, mais parmi ces 6 équipes, entre la 6e et la 12e place, voilà, si vous deviez juste, faire un petit zoom, voilà, quelle équipe vous surprend le plus ou vous tient le plus, «à cœur» entre guillemets, Julien? Moi, je vais souligner Pau, voilà, parce que peut-être que dans ce lot-là, c'est l'équipe qui était peut-être que je voyais la moins, de manière moins évidente, en tout cas
dans les poursuivants du top 5, parce que finalement, avec un match de retard, tu n'as que 4 points de retard sur le top 5. Je sais que c'est bien que ce n'est Mmh. pas leur objectif. Et je sais bien que Dorian, tu les avais soulignés comme, comme la potentielle équipe surprise de cette saison. J'avais du mal à y croire. Bah, figure-toi que je suis agréablement surpris. Toujours avec les mêmes ingrédients, Nicolas Hussay qui arrive à faire un très très bon boulot au Pau FC. Et si tu perds pas contre Bastia, mais j'imagine qu'à domicile ils vont essayer de gagner quand même, mais si tu perds pas contre Bastia, tu en seras à 12 points en 8 journées, ce qui est largement suffisant en tout cas comme rythme si tu le maintiens sur toute la saison pour te maintenir, voire même pour faire une 10e place, un peu comme l'an dernier. Donc non, non, super bon début de saison. Autant les autres, tu vois, de Ajaccio, Guingamp, Grenoble, il y a des matchs sur lesquels tu peux avoir beaucoup de regrets, tu te dire oui voilà, ben, en fait on serait vraiment pas loin d'Annecy à ce moment-là, on serait devant, on serait à une bonne position à la trêve d'octobre. Pau, je trouve que bon certes il y a la défaite à Laval qui est un petit peu décevante, mais sinon franchement ils font un début de saison assez canon et assez séduisant dans la même lignée de ce qui se passait l'an dernier. Donc voilà, je suis agréablement surpris et bah, que ça continue. Et même question pour toi pour finir, Étienne, cette équipe-là dans ce lot qui t'a un peu, attiré l'œil? Bah, je suis assez agréablement surpris par ce que fait, Bastia. Parce que Bastia, c'est une équipe qui a pas fait un recrutement, hyper clinquant, cet été, et qui finalement, s'en sort plutôt pas mal alors qu'ils ont même pas réussi à faire tout ce qu'ils voulaient puisque, voilà, ils ont démarré la saison sans vraiment, d'avant-centre de référence et pourtant, voilà, ça les empêche pas de marquer des buts, d'avoir des résultats. Ils ont un gardien, Johnny Placide, qui, à mon sens, est un des meilleurs du début de cette saison, si ce n'est le meilleur du début de la saison. Donc c'est plutôt pas mal. Comme c'est un effectif assez jeune du côté de Bastia, je pense que ça ne peut aller qu'en s'améliorant, voilà, avec un peu de confiance, avec un coach que Julien connaît bien et qui a fait du bon travail à Dijon la saison dernière. Donc, ils sont sur la pente de la progression, je pense. Donc, c'est pas mal le Bastia pour moi. Voilà, bon, on a essayé d'être assez complet, de faire le tour de cette Ligue 2. Merci, Julien et Étienne, en tout cas, de m'avoir accompagné pour cette émission. Et puis, on se retrouvera après la trêve internationale, après la 9e journée, évidemment, pour faire le bilan de cette J9 et de voir quelles dynamiques ont été conservées ou inversées après la trêve. On sait que c'est toujours un peu particulier ces coupures pour les clubs et c'est toujours riche d'enseignements. On vous souhaite à toutes et à tous voilà, une excellente trêve internationale et on se retrouve très bientôt sur maligue2.fr. Salut, salut, ciao tout le monde. À la Salut! prochaine.